Le 2 avril sera la journée mondiale de l'autisme, une journée pour sensibiliser à ce handicap. En France, 600 000 personnes sont touchées, soit 1% de la population. La France qui accuse un retard incroyable dans tous les domaines afférents à cette maladie, le diagnostic, la prise en charge, la scolarisation, l'intégration sociale et professionnelle. Je suis avec Florent Chapelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Autisme à la grande enquête aux éditions Arène et vous dressez un bilan absolument effrayant du traitement des autistes dans notre pays. Vous dites que 44% à peu près des personnes autistes sont victimes de maltraitance. Oui, merci de donner la parole aux associations de parents et à moi-même, auteur de ce livre. Alors, c'est un travail de 2 ans qu'on a fait sur ce livre avec une anthropologue, Sophie Le Callennec, qui m'a permis, moi, d'avoir, en tant que parent, un petit peu de distance par rapport à ce sujet, parce qu'il y a des moments où je me disais, je deviens fou. Vraiment, en regardant tout ce qui se passe. Rappelez que vous êtes papa d'un petit garçon. Oui, tout à fait. Je suis papa d'un enfant de 10 ans aujourd'hui qui s'en est vraiment bien sorti. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je vois n'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc, plus j'enquêtais, plus j'avançais, plus je regardais, plus je compilais des informations, plus je me disais, non, c'est pas possible. Je vais virer à la paranoïa. Il y a quelque chose sous nos yeux. Et comment ça se fait que c'est pas été révélé? Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre. Et oui, on a un retard. Et j'explique pourquoi dans ce livre, à tous les niveaux. Mais vraiment. Vous expliquez que de nombreux autismes sont, par exemple, enfermés, ce qui n'est pas du tout un traitement adapté pour les autistes. Mais non, c'est absurde. Moi, je prends toujours l'exemple de François Truffaut et son enfant sauvage. Il a passé 10 ans dans la nature et il est devenu sauvage. Si vous prenez un enfant, vous le mettez dans un placard ou dans un hôpital psychiatrique, ça équivaut à un placard, vous le laissez pendant 5 ans ou 10 ans. Au bout de 10 ans, ça devient une bête fauve. Ce dont a besoin un autiste, c'est une éducation adaptée, un programme comportemental et éducatif totalement adapté à son handicap. Ils ont besoin de rééducation ou d'éducation, une éducation renforcée avec des méthodes modernes. Si vous attendez l'émergence du désir et que vous ne faites rien, vous laissez l'enfant comme ça, des années durant, en attendant que ça avance, qu'il se mette à parler, etc., il ne parlera jamais. Donc le problème, c'est que vous prenez un enfant, vous le dépistez tard, vous ne le mettez pas dans les bonnes écoles, vous ne le mettez pas en milieu scolaire, vous ne lui donnez pas une éducatrice, l'enfant devient une véritable bête fauve, et à 14-15 ans, il n'y a plus que l'hôpital psychiatrique comme solution. Combien sont-ils à être enfermés? On le sait? Alors, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, d'abord parce qu'on n'a même pas de chiffres sur le nombre d'autistes en France. On a des chiffres mondiaux, des chiffres aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Suède, mais pas vraiment en France. Alors, on extrapole et on estime qu'il y a 600 000 autistes en France, dont 150 000 enfants de moins de 16 ans et à peu près 120 000 en l'âge d'être scolarisés. Alors, vous me posiez la question de combien sont enfermés. Il y a un rapport IGAS qu'on a épluché dans le détail, et dans l'annexe, je crois, 16 de ce rapport de 2011 sur l'hôpital psychiatrique et les accidents en hôpitaux psychiatriques, on voit un chiffre hallucinant. 60% sont des gens en séjour long, donc de plus de 30 jours, sont le fait d'autistes. Donc vous prenez 100 personnes qui sont là pour 1 an, 2 ans, 10 ans, et sur ces 100, il y en a 60 qui sont autistes. Alors donc, pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces structures inadaptées? Est-ce que parce qu'on n'a absolument aucune structure adaptée, ou est-ce que c'est parce qu'on connaît mal l'autisme, qui est en fait une maladie qu'on a découverte il n'y a pas tellement longtemps? Oui, alors en fait, s'ils sont dans ces structures-là, c'est qu'on a commencé par ne pas les dépister. Et quand vous ne dépistez pas, et je vais en venir à la cause du mal, c'est la définition de l'autisme, quand vous ne le dépistez pas, petit à petit, son état se dégrade. Si je prends le diabète, imaginez qu'on dise que le diabète, c'est un problème de relation entre la mère et l'enfant. Absurde, le diabète, c'est un problème de pancréas, il faut de l'insuline. Bon, si vous vous trompez sur la définition du diabète, les diabétiques vont finir où? Ils vont finir à l'hôpital. Et donc vous allez avoir des hôpitaux remplis de millions et de millions et de millions de diabétiques. Vous allez vous dire, c'est dingue, nos hôpitaux sont remplis de diabétiques. Oui, parce qu'il fallait juste les dépister et les soigner. Nous, c'est pareil. Nous, un autiste, il faut le dépister très jeune. On peut le dépister aujourd'hui à 12, 18 mois. Ouais. On les dépiste à 7 ans en moyenne en France. Donc 7 ans, imaginez qu'un enfant avec un trouble, un TDAH ou un n'importe quoi, vous attendiez 7 ou 10 ans pour le dépister. Et bien là, c'est déjà tard. Mais alors, pourquoi? Parce que le personnel médical n'est pas formé, les médecins ne sont pas formés à dépister l'autisme? Eh bien, c'est là l'exception française. En fait, la France a tourné le dos à la science sur ce sujet pendant un demi-siècle. C'est vrai qu'on est très en avance en matière de maladies cardiovasculaires ou dans le cancer, mais alors en psychiatrie, c'est le drame. Et donc nos psychiatres se sont trompés, ou ont continué à se tromper, avec une approche freudienne, lacanienne de l'autisme, estimant que si l'autiste est autiste, c'est parce qu'en fait il a un trouble de la relation avec sa mère. C'est comme si je vous dis, un aveugle, il a un trouble de la relation avec sa mère et il ne veut pas voir.
C'est pas qu'il veut pas voir, c'est qu'il peut pas voir. Pareil pour une personne qui n'entendrait pas. Il faut l'appareiller. Nous aussi, il faut les aider à sortir. Donc l'enfant veut progresser, mais n'y arrive pas. Comment se passe la scolarisation des enfants autistes ? Mal comme le reste. Tout simplement. Alors là, je ne blâme pas l'éducation nationale. Il y a un manque de moyens, mais il y a aussi un manque de compréhension du trouble. C'est-à-dire qu'effectivement, ils voient des enfants arriver, souvent tard, déjà dans des états compliqués, faisant parfois des crises, parce qu'ils n'ont pas été pris en charge correctement. Effectivement, quand un enfant arrive à 4, 5, 6 ans, c'est déjà compliqué pour l'éducation nationale de prendre en charge cet enfant. S'il avait été pris en charge dès la maternelle, c'est d'ailleurs dans le cadre du plan autisme ce qui a été prévu, on prend en charge très tôt à la maternelle. Si vous le prenez en charge à 18, 24, 36 mois, très très bien, avec un éducateur à temps plein, etc., et des méthodes éducatives, l'enfant s'en sort et dans ces cas-là, il peut aller naturellement vers l'école. Et après, il faut faire comme en Italie. En Italie, c'est 100% des enfants qui vont à l'école. En France, c'est 20%. Et encore à temps partiel. Mais... Pourquoi est-ce que la France a accumulé un tel retard ? Parce qu'il y a des approches qui sont efficaces, vous l'expliquez dans votre livre. Oui, les approches qu'on a découvertes dans les années 60 aux États-Unis et qui ont été... Années 60 aux États-Unis, appliquées de manière massive aux États-Unis. Aux États-Unis, il s'est passé quelque chose de rigolo. Les Américains sont assez pragmatiques, on en dira ce qu'on voudra, mais ils sont assez pragmatiques. Un jour, les compagnies d'assurance ont dit « on rembourse ce qui marche ». On ne parle plus de psychanalyse dans l'autisme aux États-Unis. Dans leurs recommandations de bonnes pratiques aux États-Unis, ils n'en parlent même pas. Ils ne la déconseillent même pas, ils n'en parlent même plus. Ça n'existe pas. Pareil en Nouvelle-Zélande, ils n'en parlent plus. Dans d'autres pays, ils en parlent, mais en disant qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a même des pays qui n'en parlent carrément plus. Nous, il a fallu se battre contre les psychiatres pour que ce ne soit pas la méthode de prise en charge de l'autisme. Donc aujourd'hui, ils sont déclassés, ils ne sont plus dans les méthodes recommandées, ils sont dans le non-consensuel, no man's land, et les méthodes éducatives recommandées, elles, ne sont pas remboursées. Imaginez, votre enfant a le sida, vous allez à la pharmacie, vous demandez un médicament, on vous dit, voilà le médicament qui ne marche pas, il est remboursé, voilà le médicament qui marche, il ne l'est pas. Mais alors comment s'en sortent les parents qui vivent un véritable calvaire ? C'est pour ça qu'il y a des milliers d'associations sur tout le territoire. Le premier réflexe du parent, c'est d'essayer de trouver quelque chose pour protéger son enfant, pour le prendre en charge. Donc il crée une petite structure, puis après il va chercher 3 sous à la mairie, 3 sous auprès des proches, il fait des petits événements, il essaie d'organiser autour de son enfant un cocon financier, parce qu'on sait que ça va prendre du temps et de l'argent. Et après, il trouve un éducateur formé ou moins bien, et là c'est parti pour des années de prise en charge, bricolage avec des éducateurs libéraux, pas toujours excellents, mais en tout cas, il n'y a pas mieux. Et là, dans la prise en charge, on assiste quand même à des aberrations, des absurdités. Parce que quand on voit une prise en charge en Belgique qui coûte 90 000 €, c'est ce que vous disiez par an, ça c'est pris en charge. Mais dans notre pays, une prise en charge qui coûterait moins cher pour un enfant autiste avec ces méthodes-là, qui sont des méthodes qui sont efficaces, ça, il n'y a pas de prise en charge. Alors ça, le gouvernement l'a entendu. Il y a eu une fronde de parlementaires sur le sujet. Derrière, il y avait une association de parents, en particulier l'UNAPI, avec Mme Christelle Prado. Et ils ont mené une fronde il y a quelques mois en demandant à ce que les autistes arrêtent d'être un produit d'exportation. Et ça s'est arrêté. Enfin, le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que... Alors, les autistes qui sont encore là-bas, on finance encore, mais on n'en exporte plus. Parce que oui, c'était devenu un produit d'exportation. Alors... Actuellement, qu'est-ce qui est fait pour les autistes ? Quelles sont les structures vers lesquelles les parents peuvent se tourner ? Des services d'accompagnement aussi pour aider ces parents qui sont dans la détresse la plus totale. Alors, aujourd'hui, les structures, disons que quand ils sont tout petits, nous, on se bat pour l'inclusion ordinaire. La plupart des associations, c'est normal, se battent pour que l'enfant aille à l'école. Parce que quel plaisir pour une maman, pour un papa. Avec un AVS, un auxiliaire de vie ? Alors voilà. Donc l'éducation nationale nous met à disposition des auxiliaires de vie scolaire, mais que dans certains cas. Après, c'est des discussions avec les maisons du handicap et tout. C'est compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, je vais perdre tout le monde. Mais oui, on a de temps en temps des auxiliaires de vie scolaire. Pas toujours à temps plein. Parfois, c'est que quelques heures. Parfois, il y a des gros turnovers. On a des histoires atroces avec des autistes qui allaient plutôt bien à l'école et puis ils changent d'auxiliaire 5 fois en un mois et ça va moins bien ensuite. Parce qu'il faut une certaine stabilité dans la prise en charge. Il faut un parcours dans la prise en charge de ces enfants. Et donc, il y a ça, donc l'école ordinaire. Et puis après, il faut penser à l'après. Après, il faut essayer de les emmener jusqu'au collège, au lycée. Il y a 17 fois plus d'autistes à la fac en Angleterre
qu'en France. En France, dites combien d'autistes fréquentent ces plateaux, à part Joseph Chohanek, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Hugo Rieux, il y en a une poignée. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est la norme. Il y en a qui travaillent parmi nous. Il y a même des entreprises qui les embauchent. Je parlais du Mossad, mais aussi Microsoft. Il y a plein de boîtes qui aujourd'hui parient. Alors après, parfois, métiers d'ingénieurs, parce qu'ils sont très forts en maths, pour certains, ou alors parfois des plus petits métiers, pour ceux qui s'en sortent moins. Mais en tout cas, il y a une place pour ces gens dans la vie. On le voit au Canada, on le voit en Angleterre, on le voit. Mais en France, ils n'y arrivent pas, tout simplement parce que quand vous avez un aiguillage qui vous amène toujours dans le mur, petit à petit, votre parcours, c'est inévitablement le placard. Donc, Vous parliez du plan autisme qui était donc commencé en 2013, c'est le 3e qui va aller jusqu'en 2017. Est-ce que le gouvernement a entendu le fait que plus la prise en charge sera tôt et plus on arrivera à faire en sorte que ces enfants puissent être scolarisés, et puis aussi ça fera des adultes autonomes qui s'inséreront dans la société, qui seront insérés socialement et professionnellement, et donc ça coûtera moins cher à la société. Mais vous avez raison, c'est une équation extrêmement simple. Je l'explique en 1 minute. Si vous prenez en charge un enfant très jeune, à 1 an et demi, 2 ans, il coûte grosso modo 30 000 €. Alors aujourd'hui, c'est la moitié à la charge de l'État, parce qu'il y a une aide de la maison du handicap, il y a un peu de défiscalisation. Bon. Puis après, le reste, c'est pour les parents. Et là, vous avez entre 25 et 40 heures de prise en charge. L'enfant s'en sort. En tout cas, l'enfant progresse. Il progresse autant qu'il peut. Et c'est ça le but. Je ne veux pas dire les méthodes éducatives, c'est le miracle, ils s'en sortent tous. Pas du tout, mais ils progressent autant qu'ils peuvent. Voilà, celui qui peut progresser. C'est comme une chimiothérapie, ça ne marche pas sur tout le monde. Il y en a sur lesquels ça marche très bien, d'autres un peu, d'autres pas. C'est pareil, ça ne marche pas toujours très bien, mais ça les aide quand même tous à progresser. Donc vous me posiez la question du coût. 30 000 € par an, donc je dis, c'est quand même scandaleux que les parents soient obligés de payer une partie de leur poche, mais une partie de la poche des parents et une partie de l'État. Si vous ne faites rien, il va à l'hôpital. C'est-à-dire, si vous n'essayez pas de monter ce petit système avec votre éducateur privé, etc., c'est l'hôpital psychiatrique. Alors là, c'est remboursé. Mais là, c'est entre 600 et 1 000 € par jour. Donc, c'est 300 000 € par an. Ou c'est l'IME à 100 000 € par an. Mais nous, ce qu'on veut, alors, l'IME, dans certains cas, ça peut être une solution. C'est-à-dire, quand l'enfant... l'IME ? C'est l'Institut médico-éducatif. D'accord. C'est un mélange. Et il y en a des très bien traitants. Aujourd'hui, ils ne le sont pas tous. Et il y en a des très bien traitants. Mais c'est juste le parcours quand l'enfant est adulte, quand vraiment il n'a pas pu s'insérer tout à fait dans la vie. C'est pas une voie de garage, mais c'est le mieux qu'on puisse faire pour lui. Mais aujourd'hui, l'avenir des enfants, c'est plutôt pas l'école, l'hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle pudiquement l'hôpital de jour. Donc on l'amène le matin, on le ramène le soir. Là, il n'y fait rien. Et après, c'est l'hôpital à vie. Et là, c'est 300 000 € par an. Ça fait très cher et c'est un calcul qui est complètement absurde, effectivement. Oui, 8 millions sur 50 ans. On a calculé 8 millions par rapport à une prise en charge de 30 000 € sur une dizaine d'années. Ça veut dire 300 000 ou 8 millions. Oui, l'État doit absolument demander à la Cour des comptes d'aller mettre son nez là-dedans. Merci beaucoup, Florent Chapelle. Et puis, cette étude, donc je la rappelle, Autisme, la grande enquête qui permettra effectivement d'y voir plus clair et de trouver au moins des solutions pour que les parents, eux aussi, puissent s'en sortir. Merci d'être venu sur ce plateau. Dans 1 minute, ce sera l'essentiel de l'info. Ensuite, Yaël Chambon pour l'œil du web. Restez avec nous.